Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes en présence de Jean-Pierre Belon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous sommes donc ensemble ce soir pour 1 heure pour discuter d'un sujet important, la lutte contre le harcèlement scolaire. À l'occasion cette semaine de la journée de prévention contre le harcèlement scolaire, nous sommes ensemble donc, pendant 1 heure pour discuter avec Jean-Pierre Belon de ce sujet et de vous présenter ses ouvrages, mais aussi la méthode qu'il a créée, la méthode de la préoccupation partagée. N'hésitez pas, si vous avez tout au long de cette rencontre des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R, questions-réponses. On prendra le temps à la fin d'y répondre. Et pour commencer, donc, ma collègue Mathilde Chabert, éditrice aux éditions ESF Sciences Humaines, va vous faire une petite introduction. Je te laisse la parole, Mathilde. Bonsoir à tous. Donc Jean-Pierre Belon, vous êtes professeur de philosophie. Vous avez cofondé le centre RESIS. Le RESIS, c'est une association qui propose aux établissements scolaires un dispositif complet de lutte contre les souffrances scolaires. Vous êtes aussi membre du comité d'experts contre le harcèlement au sein de l'éducation nationale. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions ESF Sciences Humaines sur les situations d'intimidation et de cyberharcèlement. Je vais les citer brièvement. Vous avez écrit Les blessures de l'école avec Marie Cartier, Harcèlement et cyberharcèlement à l'école avec Bertrand Gardette, Harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible avec Marie Cartier et Bertrand Gardette. Vous avez écrit en 2023 Se former en équipe à la lutte contre le harcèlement scolaire avec Marie Cartier. Et enfin, vous êtes l'auteur d'un essai publié l'année dernière qui s'appelle Renouer avec l'autorité à l'école. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard au cours du webinaire. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et nous expliquer pourquoi vous avez été amené à vous engager dans la lutte contre le harcèlement à l'école? Ça fait un quart de siècle que je travaille sur le sujet, donc c'est ancien. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est un peu incidemment que j'ai découvert d'une part la littérature scandinave, anglo-saxonne sur ces questions-là. J'ai découvert dans l'établissement dans lequel je travaillais une situation qui relevait cette forme de violence entre élèves. Et puis en même temps, j'ai pu observer le silence français sur ce sujet, puisqu'il a fallu attendre 10 ans plus tard, janvier 2011, pour que la France veuille bien s'intéresser à ces questions. Et je pense que, aujourd'hui, c'est la semaine anti-harcèlement, et je crois qu'on est passé en France d'un silence coupable, qui était celui à la fois de l'institution, mais aussi de la recherche sur ces questions. Vraiment un silence coupable. On ne voulait pas en entendre parler. Il y en avait même qui disaient qu'en en parlant, on faisait exister le phénomène. À une espèce d'indignation vertueuse. Aujourd'hui, tout le monde proteste, on s'indigne, on dit « oh là là, comment ça se fait, que font les pouvoirs publics, que font les établissements scolaires, etc. » Je pense qu'aucune des deux positions n'était la bonne. Ce silence était insupportable, et avec Bertrand Gardet, puis avec Marie Cartier, on a essayé de le faire, de lever ce silence. Mais aujourd'hui, le principe de l'indignation vertueuse ne me paraît pas non plus très satisfaisant. Donc voilà, ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet. Et puis, il faut bien reconnaître que dans la dernière période, moi, dans les 15 dernières années, on s'est beaucoup consacré à essayer de mettre en place des outils en s'inspirant en partie de ce que faisaient les pays étrangers, en particulier la méthode de la préoccupation partagée, qu'on a adaptée au contexte français. Et quel constat vous faites aujourd'hui sur le harcèlement scolaire? Quel est un peu votre constat de départ? Et est-ce que vous pouvez donner des clés sur comment on reconnaît une situation de harcèlement? Le constat que j'aurais tendance à faire, moi, c'est qu'il y a encore des contresens, des ambiguïtés qui persistent sur ces questions. J'en vois deux principaux. Le premier serait celui qui consisterait à penser que le harcèlement est un phénomène strictement individuel.
le fait de quelques individus agressifs qu'il suffirait d'exclure ou de rééduquer ou de sensibiliser. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que les élèves qui participent aux brimades ne sont pas des monstres, ne sont pas des dangereux délinquants, ce sont très souvent des jeunes gens, j'allais dire comme les autres, des jeunes gens, ce ne sont pas les enfants des autres, les élèves harceleurs. Il y avait une journaliste récemment encore qui me disait « mais j'aurais rencontré des harceleurs ». Mais j'ai dit « mais demandez à vos enfants ». Enfin, donc, ce n'est pas les enfants des autres, c'est nos enfants, c'est nos élèves. Ce sont des jeunes gens qui sont pris en tenaille, en étau, entre leur répugnance à faire souffrir leurs camarades et leur incapacité à se défaire de la pression du groupe, car c'est bien de cela dont il s'agit. Dire que le harcèlement, c'est ce que les Anglais appellent un mobbing, c'est-à-dire un effet de meute, un effet de groupe et un effet mimétique. On se moque parce que tout le monde se moque, on rit parce que tout le monde rit, on met à l'écart parce que tout le monde le fait. Et d'ailleurs, on rit et on se moque peut-être aussi pour éviter que les autres ne se moquent de nous. Donc, cette idée selon laquelle le harceleur existerait en tant que tel, non, je crois que c'est vraiment une idée qui est fausse. Elle est à la fois fausse pour la compréhension du phénomène, mais aussi elle est fausse pour ce qui est du traitement du phénomène. On le verra peut-être tout à l'heure. Il y a un deuxième contresens qui me paraît assez fâcheux, c'est s'imaginer que les victimes sont un peu différentes des autres. C'est-à-dire de confondre le harcèlement avec la discrimination. S'imaginer que quelqu'un est harcelé parce qu'il est plus faible, plus ceci, moins cela, meilleur élève, moins bon, plus fort, plus petit, que sais-je. C'est-à-dire un peu laisser penser que les victimes seraient pour quelque chose dans ce qui leur arrive. Et encore, on s'imagine encore une fois que les harcelés, ce sont les enfants des autres. Ce sont les enfants à qui il manquerait un petit quelque chose, ce seraient de pauvres petites choses qu'il faudrait soutenir, défendre. Non, non, je peux vous assurer que les élèves harcelés, ils sont comme les autres victimes, tombés au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas de profil type de l'élève harcelé. Et là encore, c'est un contresens pour la compréhension du phénomène, mais c'est aussi un contresens pour le traitement du phénomène. Parce que si on s'imagine que l'élève harcelé est un peu différent, spontanément, on ira lui posera des questions qui seront pas les bonnes. Non, non, ces élèves harcelés, ils ont d'abord et avant tout besoin d'être soutenus, réconfortés. Ils ont besoin de trouver au sein de leur établissement une personne, un groupe même d'adultes qui les soutiennent de la même manière que les élèves harceleurs ont besoin de rencontrer un adulte qui les prenne en charge. Voilà un peu le constat que je fais. Et un troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est lorsqu'on a créé le Centre Résist, donc en 2019, en février 2019, il va y avoir 6 ans, peut-être, bientôt 7, lorsqu'on a créé le Centre Résist, on a lancé un slogan. On a dit, pour vaincre le harcèlement, il faut une équipe par établissement. Il faut que le harcèlement soit traité au plus près des situations. Et à l'époque, il faut reconnaître qu'en 2020-2021, au moment où le programme phare a été mis en place, il y a eu un soutien des pouvoirs publics, il y a eu la volonté d'installer une équipe par établissement, ce qui n'était pas gagné. Hein. Ça supposait que les professionnels se mobilisent sur ces questions-là. Et on a vu, et je crois que ça a été exceptionnel, et c'est vraiment à mettre au crédit des enseignants, qui se sont mobilisés, souvent sans moyens, pour constituer ces équipes. La question est de savoir aujourd'hui combien y en a-t-il. Combien il y en a je n'en sais rien. Je n'ai jamais d'ailleurs pu obtenir un chiffre du ministère. Il y en a un certain nombre, on connaît, qui travaillent, mais combien y en a-t-il Il faudrait qu'on arrive un jour à ce qu'il y ait une équipe par établissement, que ce ne soit pas simplement un projet, un slogan, mais bien une réalité. Je crois que c'est uniquement à cette condition-là qu'on arrivera à prendre en charge le phénomène, à faire en sorte que chaque victime soit accompagnée, soutenue, que toutes les situations soient
soient traitées, qu'aucune ne soit laissée sans traitement. Parce qu'au fond, que voit-on à chaque fois, hélas, qu'il y a un drame, à chaque fois qu'il y a un événement grave qui conduit un garçon ou une fille comme ça aux pires extrémités. On cherche toujours un peu qu'est-ce qui s'est passé en amont, peut-être dans son parcours, mais ce qu'il faudrait peut-être aussi s'interroger, c'est de savoir quel soutien ces jeunes gens ont pu trouver dans leur établissement. Sitôt qu'une situation se manifeste, sitôt qu'on sent qu'il y a un garçon ou une fille qui est en difficulté, qui est en souffrance, si aussitôt il était pris en charge par un membre de l'équipe, je crois qu'on éviterait beaucoup de difficultés et de drames. Et justement, pour intervenir dès le départ, quels sont les signes auxquels on doit faire attention? Comment est-ce qu'on peut en fait différencier une véritable situation de harcèlement d'une simple querelle, mésentente entre élèves? Et n'attendons pas, j'allais dire, que ça devienne du harcèlement. Je crois que c'est bien là le problème. N'attendons surtout pas que cela devienne du harcèlement. Soyons attentifs aux toutes petites choses. Vous savez, la vie à l'école, c'est complexe. C'est une expérience d'ailleurs qui ne se reproduira plus jamais dans l'existence d'un individu, ça. De se retrouver de l'ordre de 25 ou 28 heures par semaine en présence de façon constante d'un groupe. C'est une situation tout à fait singulière. Au travail, il est quand même rare qu'on se retrouve dans cette situation. Alors, c'est exactement ce que vivent les jeunes gens. Ils sont en permanence au contact les uns des autres. Donc, tout ce qui va se passer, la moindre maladresse, la moindre petite chose, va devenir tout de suite l'objet du rire des camarades. C'est une constante. Je crois que la priorité pour les professionnels, c'est de faire attention, c'est d'être attentif à ces toutes petites choses. Être attentif à l'élève qui ne va pas bien, à celui dont les autres se moquent. Les occasions à l'école dans lesquelles un garçon ou une fille peut être mis en difficulté, peut être moqué, elles sont constantes. Si l'enseignant réagit tout de suite, pas de ça ici. Ici, on ne se moque pas. Il y a un travail remarquable de Benoît Galland, chercheur belge, qui a montré que contrairement à ce qu'on raconte, parce que des fois on dit il y a 10% d'élèves qui sont harcelés, donc on fait un calcul, on dit bon, 10%, ça veut dire que c'est 3 élèves par classe. Alors Benoît Galland a montré que les 10% de harcèlement sont exacts, mais qu'ils varient, qu'ils sont les mêmes d'un établissement à l'autre, qu'ils sont les mêmes d'un pays à l'autre, avec des systèmes scolaires tout à fait différents. On retrouve toujours ce taux de 10%, mais ce qu'a montré Benoît Galland, c'est qu'il y avait une différence très significative, non pas d'un établissement à l'autre, mais d'une classe à l'autre. Et ce qu'il montre de façon très claire, c'est que le taux de harcèlement, il varie en fonction de l'attitude qu'adopte l'enseignant. Il y a des classes dans lesquelles c'est tolérance zéro à l'égard des brimades, à l'égard des moqueries. Ici, on ne se moque pas. Et sitôt que la moquerie surgit, et on sait quand même qu'un très grand nombre surgissent en classe, sitôt que la moquerie surgit, eh bien l'enseignant arrête les choses tout de suite. Il y a quantité de situations qu'on peut déminer de cette façon. Les classes dans lesquelles on laisse faire, les classes dans lesquelles on se dit oh, allez, c'est pas grave, c'est juste un jeu. Pire, les classes dans lesquelles c'est l'enseignant qui se moque de ses élèves. Le rire en classe, quand c'est l'enseignant qui l'utilise, comment l'utilise-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de mettre l'élève en difficulté? Mais dans ces classes-là, on voit le taux de harcèlement grimper. Donc je pense qu'il y a des choses très simples. Pour ce qui est de prévenir le harcèlement, c'est cette vigilance de chaque instant des adultes, c'est cette façon de ne jamais mettre un élève en difficulté soi-même, et puis être attentif à toutes ces petites choses. Alors ça, c'est pour tout ce qui se passe en classe, ce qui représente quand même la plus grande partie du temps scolaire. On est quand même, pour l'essentiel, les jeunes gens sont quand même pour l'essentiel en classe. Alors évidemment, après, il y a le reste. Il y a la cour de récréation.
Alors, la cour de récréation, c'est quand même un espace assez curieux. En collège, vous allez mettre tout à coup de l'ordre de 300, 400 élèves, parfois, ensemble dans la cour. Sous la surveillance de qui? De combien d'assistants d'éducation qui ne peuvent pas tout voir? De toute façon, ça n'est pas possible. Donc, c'est vrai que les cours de récréation, à notre sens, sont dramatiquement mal surveillés, ça c'est très clair. Les espaces type couloir sont eux aussi très mal surveillés. Donc là, effectivement, et je pense que si on devait changer quelque chose dans le système scolaire, ce serait bien de renforcer les moyens de surveillance. Il y avait jadis des maîtres d'internat et surveilleurs d'externat, un ministre éphémère, comme le sont souvent les ministres actuellement, l'a supprimé il y a presque 20 ans, pour le remplacer par des personnels moins bien formés. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Donc moi, je crois vraiment que, surtout, n'attendons pas que cela devienne du harcèlement et prenons en charge les situations tout de suite. Soyons vigilants à chaque instant. Merci beaucoup, Jean-Pierre Belon. On a des premières questions et réactions dans la conversation. Tout d'abord, une question qui est de savoir par qui est constituée l'équipe. Est-ce qu'il s'agit des enseignants, des parents, donc l'équipe pour gérer ces problèmes d'intimidation, qui est-ce? Alors, l'équipe, non, ce n'est pas les parents. Hein. L'équipe, c'est vraiment des professionnels de l'école, des enseignants, bien sûr, conseillers principaux d'éducation, évidemment, on trouve aussi des conseillers d'éducation, des assistants d'éducation, on trouve des assistants sociaux, psychologues scolaires, etc. Oui, non, mais ça, l'équipe vraiment fondée sur la base du volontariat et pluridisciplinaire, bien sûr. Cela dit, moi, j'ai quand même très peur d'une chose. Pendant 5 ans, il y a eu au moins une logique qui prévalait au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant 5 ans le même ministre. Au fond, il y avait une continuité. Et c'est là qu'a été créé ce programme phare. Il faut bien quand même reconnaître que depuis 2022, je crois que nous en sommes à 7 ou 8 ministres, je ne sais plus, de l'Éducation nationale, avec à chaque fois changement de toutes les équipes, changement de tous les conseillers, avec parfois des ministres qui avaient des points de vue radicalement différents. L'un arrivait en disant oh, non, qu'est-ce que c'est que ça, programme phare, on va tout changer. On a quand même eu un spécialiste en la matière. Hein. On allait voir ce qu'on allait voir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? L'éducation nationale ne doit pas être un champ de bataille idéologique. Les jeunes gens, ils s'en fichent que le ministre soit ceci ou cela. Non, il faut une continuité. Or, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui du programme phare. Très franchement, je ne le sais plus. Je ne sais plus où on en est. Je ne sais pas si la volonté de créer une équipe par établissement est encore à l'œuvre. Je n'en sais rien. Alors, un coup, on nous fait le tout répressif, on va faire une loi et on va déclarer que je ne sais combien d'élèves ont été exclus. Voilà. Non, les effets d'annonce et les grands coups de menton ne servent strictement à rien. Il faut de la continuité et j'espère qu'on va. Je crois que Édouard Geffray est particulièrement sensible à la question du harcèlement et c'est très bien. J'espère qu'on va pouvoir mettre quelque chose qui au moins va quand même durer quelques mois. On a une autre question concernant les parents. Comment accompagner des parents marqués par leur propre expérience de harcèlement scolaire et dont l'anxiété les conduit à une surprotection qui peut amener leur enfant à percevoir comme menaçantes des situations ordinaires en classe? Oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, ça.
Et je pense que là où on a le plus de difficultés pour résoudre une situation de harcèlement, c'est bien quand on a des parents qui ont très mal vécu eux-mêmes leur propre scolarité, qui ont une expérience très négative de l'école, qui parfois projettent leurs propres angoisses sur leur enfant, ou peut-être certains qui ont des comptes à régler avec l'école et qui se servent un peu de cette situation pour, j'avais presque envie de dire, instrumentaliser leur enfant et la situation de leur enfant et régler des comptes avec l'école. C'est une difficulté majeure. C'est pour ça qu'il faut que ces équipes aient aussi pour mission de rassurer les parents. Il faut que les parents trouvent au sein de l'institution un soutien. Vous savez, pour un parent, avoir un enfant harcelé, c'est un drame. C'est un drame parce que c'est leur enfant qui souffre, c'est un drame aussi parce qu'il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, ils craignent, ils redoutent plein de choses. Donc il faut vraiment que l'école, elle accompagne les élèves victimes, mais elle soit aussi très présente pour accompagner les parents. Les parents, plus ils seront rassurés, plus ils sauront qu'ils ont dans le cadre scolaire une écoute attentive, bienveillante, rassurante, sécurisante. Ça démontrera toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses qui peuvent naturellement surgir et qui vont certainement empêcher de résoudre le problème. On a donc ensuite une autre question qui nous dit donc qu'on entend souvent les équipes pédagogiques nous dire que pour considérer le harcèlement, il faut que cela dure dans le temps. Comment faire pour que l'équipe prenne en charge le mal-être d'un élève qui refuse même de revenir au collège? Oui, c'est un vrai sujet. Et si, j'allais dire, il faut tout faire pour le ramener à l'école. Il faut absolument tout faire pour le ramener. Et encore une fois, plus il saura qu'il a dans l'école des adultes qui sont bienveillants, attentifs, plus il pourra revenir. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose, et c'est là qu'il y a un dispositif qui est très ancien, et j'y suis pour quelque chose, puisque nous l'avons créé avec Bertrand Gardet en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ce dispositif qu'on n'appelait pas à l'époque les ambassadeurs, mais qui est devenu les ambassadeurs, et là encore, c'était le même, c'était complémentaire du programme phare, c'était l'ensemble des mesures qui avaient été présentées en 2020-2021. Ce dispositif des ambassadeurs, je pense qu'il ne faut pas en faire, j'allais dire, quelque chose d'un peu publicitaire dans lequel les élèves seraient censés faire de la prévention. Ce n'est pas vraiment leur but. Les préventions, c'est les adultes qui doivent la faire. Non, par contre, ce que peut faire un groupe d'élèves ambassadeurs, c'est-à-dire un groupe d'élèves qu'on aura sensibilisé à la question du harcèlement, on les choisira parmi les élèves les plus portés à l'empathie, les plus bienveillants, les plus engagés dans des causes. Et si les élèves victimes de brimades savent qu'en retournant à l'école, ils sont accueillis par des jeunes gens qui eux-mêmes sont d'un côté des adultes qui ne laisseront plus rien passer et qui seront très attentifs à la souffrance de l'enfant ou de l'adolescent, et de l'autre côté, un groupe d'élèves ambassadeurs qui pourront encadrer l'élève par une série de gestes très simples. Vous savez, l'ennemi du harcèlement, c'est la solitude. Justement, ces jeunes gens dans les établissements scolaires peuvent pour une grande part, aider les jeunes gens à revenir en classe. Et justement, peut-être même si la méthode est plutôt connue, au cas où il y aurait des personnes qui nous suivraient et qui ne connaîtraient pas encore votre méthode de la préoccupation partagée, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi ça consiste et ce qui a été imaginé pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire? C'est principalement 3 choses. D'abord, on y revient, il faut une équipe. Il faut une équipe formée, il faut une équipe qui soit apte à la fois à accompagner les victimes et à accompagner les auteurs. Alors, deuxièmement, il faut un accompagnement des victimes. Il faut que les victimes soient assurées de
trouver dans leur établissement un authentique allié. C'est-à-dire pas quelqu'un qui va s'imaginer que si l'élève est harcelé, c'est parce que ceci ou cela. Non, vraiment, il faut qu'il trouve un adulte empathique, bienveillant, qui l'accompagne. Ensuite, il faut que les élèves harceleurs, ou ayant participé aux brimades, on va dire, soient pris en charge par d'autres membres de l'équipe. Et on sait très bien que si la sanction est parfois nécessaire, moi j'ai rien contre la sanction, au contraire, je veux dire que j'ai beaucoup réfléchi à la question de la sanction dans l'ouvrage que vous avez mentionné, renouer avec l'autorité. Donc moi j'ai pas d'a priori contre la sanction est parfois nécessaire, mais on sait que sur les questions de harcèlement, précisément parce que c'est un effet de groupe, la sanction étant individuelle et le harcèlement étant un effet de groupe, la sanction, elle a très souvent pour effet, non pas de faire cesser les brimades, mais elle a pour effet de coaliser le groupe et donc de renforcer les brimades. Donc, prudence. C'est pour ça que la méthode de la préoccupation partagée consiste en une série d'entretiens individuels avec ceux qui ont participé aux brimades, entretiens très brefs, très courts, 2 minutes 30, 3 minutes, axés essentiellement sur 2 aspects. La recherche de la préoccupation, la recherche de suggestion. Ton camarade ne va pas bien. On a dans ta classe quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Tu vois qui c'est? C'est un tel. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de résumer la préoccupation partagée en 2 formules. Il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on place les jeunes gens, au lieu d'aller leur faire des remontrances, des sermons ou des menaces de sanctions, on les place en situation de trouver par eux-mêmes une solution au problème dans lequel ils sont empêtrés. Parce qu'au fond, pourquoi participent-ils à des brimades? C'est parce que ce sont des pervers, c'est parce qu'ils sont pris dans la pression du groupe, et puis aussi parce que il n'y a pas forcément de volonté consciente de faire du mal. On les place en situation de trouver par eux-mêmes une solution au problème. C'est très efficace pour une raison très simple. Accuser quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre, c'est inévitable. Enfin, inciter quelqu'un à réfléchir, il sera beaucoup plus porté à vous suivre. En plus, accuser quelqu'un, le menacer, c'est quelque part s'adresser à ses craintes, donc pas à la partie la plus noble de lui-même, l'inciter à réfléchir. Et l'inciter à réfléchir pour trouver une solution à quelqu'un qui ne va pas bien, c'est s'adresser d'abord à son intelligence, on ne le prend pas pour un abruti, et deuxièmement, c'est s'adresser à son cœur, à sa sensibilité, il ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Donc, si ça marche, j'allais dire, j'ai presque envie de dire, c'est de la banale gestion des ressources humaines. Hein. Enfin, je veux dire que demain, y compris dans le milieu professionnel, si vous pensez que vous pouvez régler un problème en donnant des coups de menton, non, je suis désolé. Quand on incite les professionnels, comme les enfants, à réfléchir sur un problème et à trouver par eux-mêmes une solution, c'est infiniment plus efficace. Donc voilà, il y a eu un certain nombre d'évaluations de la méthode, 5 très précisément, dont une par l'inspection générale, excusez du peu. L'inspection générale a sorti un rapport, je crois que c'était en novembre 2024, donc il y a presque un an, oui, il y a un an, il y a un rapport de l'inspection générale qui mentionne les succès de la méthode de la préoccupation partagée. On nous dit, mais la méthode n'a pas été évaluée, il y a des pseudo-savants là, qui nous disent oui, mais la méthode n'a pas été évaluée. Elle a été évaluée en particulier par l'inspection générale. Et puis les autres fois, elle a été évaluée par les professionnels eux-mêmes. Alors je pense que pour faire taire les grincheux, il va falloir qu'il y ait une enquête scientifique, en tout cas avec tous les outils requis, randomisés et tout ce qui s'ensuit. Elle est en route. Elle est en route et elle permettra peut-être
de valider ce chiffre qui commence à pointer son nez à travers toutes les enquêtes que nous avons pu faire, y compris celle de l'inspection générale, c'est-à-dire que 80% des situations sont résolues par le biais de cette méthode, ce qui, avouez-le, n'est pas négligeable. On a une question justement sur l'effet de la MPP sur les harceleurs. Une enseignante qui nous dit « On me dit qu'il est néfaste de présenter la MPP aux élèves lors des séances de sensibilisation, car les harceleurs pourraient anticiper la méthode. » Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas grave ça. Moi, ça me dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Si la méthode c'était un truc qu'on pouvait déjouer, ça pourrait être ça, mais c'est pas une technique, c'est une éthique. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à les rendre sensibles à la souffrance de leurs camarades. Il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, après, est-ce que... La question de la prévention, vous savez, moi je suis un peu réservé sur certaines façons sur certains dispositifs de prévention. Il y a des pièges dans la prévention. Et des fois, les meilleurs sentiments du monde, les meilleures intentions du monde débouchent sur des choses assez terribles. Il n'est pas rare, je l'ai observé plusieurs fois, que des séances de sensibilisation débouchaient sur des cas de harcèlement. Je pense que la meilleure des sensibilisations et la meilleure des éducations à l'empathie, c'est bien la rencontre avec des adultes empathiques. Si dans l'établissement, systématiquement, dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il y a un adulte qui intervient. Sur le mode, ton camarade ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Que les élèves s'habituent à ça, moi, ça ne me dérange pas. Ils s'habitueront au fait que, systématiquement, dès qu'il y a un problème, il y a un adulte qui intervient. Ça pourra, j'allais dire, calmer les ardeurs de ceux qui ont envie de persécuter leurs camarades, et ça sera tout extraordinairement réconfortant pour tous ceux qui sont potentiellement victimes de brimades. On a une autre question sur les ambassadeurs, sur le nombre d'ambassadeurs au sein d'un établissement scolaire. Une personne qui nous dit que dans son lycée, ils sont très nombreux. Ça nous a un peu échappé et on peine à trouver une stratégie pour avoir de vrais ambassadeurs qui ne soient pas juste porteurs d'un titre. Quelles seraient les stratégies efficaces de recrutement, de formation et de fidélisation des ambassadeurs? Ah oui, alors ça c'est compliqué en effet. Oui, moi j'étais dans un collège il n'y a pas très longtemps où la chef d'établissement m'a dit, moi j'ai 300 élèves, j'ai 40 ambassadeurs. Bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai presque envie de dire c'est trop. Non, c'est pas trop. Si, vous savez, nous au départ, quand on a monté cette affaire en 2004, on s'est d'abord adressé aux délégués de classe. On s'est d'abord adressé aux délégués de classe et dans la formation des délégués de classe, on intégrait cette dimension. L'intérêt du délégué de classe, c'est qu'il y en a 2 par classe, ce qui n'est pas rien. Parce que les ambassadeurs, si vous les recrutez comme ça sur la base du volontariat, c'est très bien. Et ils seront peut-être tous en 4e ou tous en 5e ou que sais-je. Vous voyez, et puis il y a des secteurs dans lesquels il n'y en aura pas. Donc moi, j'ai quand même un peu envie que les ambassadeurs ils soient répartis un peu partout. C'est pour ça que je pense que si on fait de la formation de délégués, je pense que dans la formation de délégués, on doit intégrer cette dimension. Soyez très attentifs. Ou toute petite chose. Il y a un garçon, une fille qui ne va pas bien, signalez-le à l'équipe. Il y a quelqu'un que vous soyez moqué au self ou dans les couloirs, signalez-le. Vous pouvez aussi venir le réconforter. Surtout, n'interrompez pas les brimades, ce n'est pas à vous de régler le problème. Mais vous savez, moi je me souviendrai toujours de ce garçon qui avait vécu des années de harcèlement et qui m'avait raconté son histoire. Je l'ai eu comme élève en terminale et il me disait, vous n'imaginez pas à quel point, quand on a pris plein la tête toute la journée, c'est réconfortant que quelqu'un vienne simplement s'asseoir à côté de vous, que quelqu'un vienne vous poser des manger avec lui au self, quelqu'un vienne simplement vous dire bonjour.
Donc, ces tout petits gestes du quotidien, si on peut former le plus grand nombre d'élèves à ces gestes-là, on aura tout gagné. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un sacré travail hein, de mobiliser ces élèves-là, de les fidéliser, de s'assurer aussi qu'ils sont pas, j'allais dire qu'ils dérapent pas. On a vu des élèves ambassadeurs participer à des brimades. On l'a vu. Donc oui, il y a tout un... ça nécessite une formation, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de vigilance, de travail. Euh, c'est compliqué. Mais bon, après, il ne faut pas se plaindre. Je pense que s'il y a vraiment une cause qui a mobilisé les élèves, c'est bien la question du harcèlement. Le concours non harcèlement, le succès du concours ne se dément pas. Donc il y a un succès extraordinaire. Donc ça veut bien dire qu'il y a véritablement quelque chose de fort. Et le harcèlement, on parlait des brimades au sein de l'établissement scolaire, de visu, mais il y a aussi la question du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'école contre le cyberharcèlement? Bon, ça, c'est un poison, c'est un danger mortel, le cyberharcèlement. On commence quand même à dire que les téléphones n'ont pas leur place à l'école. Déjà. Qu'au moins, du matin à 8 heures jusqu'à midi, et puis après de 13 heures jusqu'à 16 ou 17 heures, qu'au moins que les élèves aient la paix, qu'ils n'aient pas leur téléphone. Il y a des établissements qui ont mis des casiers. Il y a des établissements qui ont tout simplement mis une règle très claire. Le téléphone, il doit être dans le sac et éteint. Et s'il y a le moindre téléphone qui apparaît pendant un cours, il y a une sanction. Bon. Les établissements qui ont fait ça. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une pause numérique. Il faut que l'école soit un lieu de pause numérique. On n'imagine pas à quel point, on imagine très bien à quel point ça perturbe tous les apprentissages. Ça fausse tout. Bon, donc la priorité, je pense, elle est d'abord là, et on avance doucement, hein, parce que la circulaire qui avait été rédigée par Jean-Michel Blanquer il y a quelques années, lorsqu'il a commencé à vouloir interdire le portable au collège, la circulaire disait qu'il fallait que le portable soit interdit, et puis il y avait marqué l'idée qu'on puisse mettre des casiers, c'est une idée peut-être à réfléchir. Bon. Je pense qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Il me semble qu'on a fait que la moitié du chemin. Donc il faut au moins qu'à l'école, il n'y ait pas la présence du téléphone. Après, il y a le soir. Évidemment, il y a le soir. Et là, on assiste quand même à quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire que le groupe, omniprésent à l'école, eh bien, il vous poursuit le soir jusque dans votre chambre, jusque dans votre lit. Ça, c'est terrible. Et ça, il faut quand même reconnaître que les jeunes gens d'aujourd'hui sont pris dans quelque chose qui n'a jamais été vécu, je crois, en période de paix, c'est-à-dire qu'on peut être persécuté chez soi. Le domicile n'est plus protégé. Donc là encore, sans doute y a-t-il un travail à conduire avec les parents, parce que je pense que le téléphone, il faut qu'il soit le soir éteint. Tous les médecins le disent. Enfin, ne regardons pas notre téléphone avant d'aller nous coucher, ça empêche de dormir. Donc il faut que le téléphone soit éteint. Alors vous allez dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est pas forcément toujours très simple de négocier cela avec ses enfants. Mais je pense qu'il faut bien comprendre que de ce point de vue, le téléphone est un authentique danger. Après, les effets du cyberharcèlement, alors autant moi sur le harcèlement à l'école, je pense qu'on peut faire intervenir la méthode de la préoccupation partagée et traiter le problème comme ça. Lorsqu'on est dans des cas de violence inouïe, comme cela arrive dans certains cas, il faut bien sûr que les
c'est la seule qualité du cyberharcèlement, c'est qu'il laisse des traces. On peut faire une capture d'écran, hein, on peut imprimer l'écran du téléphone ou de l'ordinateur et conserver toutes les pièces. Là, il faut évidemment que des mesures très fermes soient prises, aussi bien à l'école qu'au plan de la justice. N'hésitons pas à alerter la police ou la justice en cas de cyberharcèlement. Et puis la forme la plus terrible du cyberharcèlement me semble être le sexting ou les nudes, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ces photographies à caractère sexuel ou dénudées, qui sont prises dans le cadre d'une relation intime et qui, par trahison de l'un des protagonistes, sont tout à coup mises en public. Alors évidemment, là, c'est pénalisable et là, il y a une loi qui est très bien faite. Bien sûr qu'il faut attirer les autorités policières et judiciaires, bien sûr, mais il faut aussi que les victimes du sexting, qui sont majoritairement des filles, soient soutenues au sein de leur établissement et qu'on évite les effets de meute qui suivent après et qui, d'ailleurs, dans la plupart des cas de sexting qui ont débouché sur des drames, on se rend compte que les victimes ont été autant victimes de l'absence de soutien et des effets de meute dans leur établissement, certainement autant, si ce n'est plus, que des faits en eux-mêmes. Donc oui, là, face à des phénomènes comme cela, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors là, pour le coup, à porter plainte, autant sur les questions de harcèlement en classe, je ne suis pas absolument convaincu de la loi sur le 2022, je crois. Autant sur le sexting, j'en suis absolument convaincu. On a eu sur ce sujet du cyberharcèlement et globalement des réseaux sociaux et des téléphones deux questions qui se complètent un peu. La première, c'était que normalement, il était prévu d'avoir une loi qui devait régir l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus en faisant de la veille ou autre? Car donc la personne témoigne que chez leurs plus petits élèves, l'envahissement des réseaux sociaux crée aussi des situations de harcèlement. Et justement, une seconde personne demande quelle position avoir sur le téléphone. Est-ce qu'il faut l'interdire jusqu'en troisième? Vu les risques, est-ce qu'il y a des conséquences si un enfant est le seul à ne pas avoir de téléphone, à être marginalisé et donc peut-être éventuellement harcelé? Enfin, je vais un petit peu plus loin, mais voilà, est-ce qu'il y a un risque de marginalisation? Moi, je reste convaincu que les téléphones n'ont aucunement leur place à l'école. Je ne vois pas en quoi on a besoin de son téléphone pendant les heures de cours. Ça, je ne vois pas. Donc moi, je pense que vraiment, c'est la priorité. Et moi, j'irais bien au-delà. D'ailleurs, je connais des établissements, là, en particulier un lycée professionnel que je connais bien, dans lequel ils ont fait cette règle. Téléphone dans le cartable et éteint. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où ça sera la règle, les téléphones, on les reprendra entre midi et 2 ou entre midi et 13h, on les reprendra le soir. Mais à partir du moment où ça devient la règle, plus personne n'est marginalisé. Sur la question de l'usage des réseaux sociaux avant 15 ans, là, il y a également tout un débat à avoir avec les familles, c'est un véritable enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la catastrophe qu'on a créée avec ces réseaux sociaux. Je ne sais plus qui est-ce qui disait que j'ai lu ça récemment, un psychiatre sans doute, qui disait que le cerveau des enfants n'était pas fait pour gérer l'ensemble des informations qui arrivent et qui des contre-informations, l'ensemble des données qui arrivent par le biais des réseaux sociaux. Je crois qu'il y a quelque chose de terrifiant. Il faudra longtemps. Hein. Faudra longtemps. Aujourd'hui, étant donné le téléphone, il accompagne l'entrée au collège. Enfin, j'ai l'impression que c'était comme ça avant, mais j'ai l'impression que le téléphone, on le trouve dès l'école primaire. Donc, oui, je pense qu'il va falloir, il y a toute une évolution de la société qui va arriver à comprendre que
qu'on met nos jeunes gens en très grave danger par l'utilisation inconsidérée des téléphones. Est-ce qu'une loi y changera quelque chose? Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. On a aussi plusieurs questions sur les compétences psychosociales. Est-ce que développer les compétences psychosociales des élèves pourrait être un moyen de prévention? Et si oui, comment on fait pour enseigner l'empathie aux élèves? Je sais que c'est une vaste question, mais est-ce que vous auriez quelques éléments de réponse? J'aimerais bien voir la tête du professeur d'empathie. C'est une drôle de chose, ça, cette façon de vouloir éduquer à l'empathie. Il y a des jeux. Le travail que fait Serge Tisseron, qui est absolument remarquable. Hein. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on a un travail absolument remarquable de Serge Tisseron, depuis des années, il travaille sur cette question-là, sur le jeu des trois figures, sur l'empathie. Et on va se tourner du côté du Danemark pour aller chercher Frifor Mogori, alors qu'on a tout ce qu'il faut à la maison, chez soi. Donc j'arrive pas bien à comprendre. Moi, je reviens toujours sur cette même idée. Tout ce qui peut évidemment favoriser l'empathie à l'école sera bienvenu. Mais je pense que d'abord que la meilleure éducation à l'empathie, ça reste la rencontre avec un adulte lui-même empathique. C'est pour ça que la méthode de la préoccupation partagée, elle est éminemment éducative. Parce que elle place les jeunes gens en situation de trouver par eux-mêmes une solution. On leur dit, il n'y a pas de meilleur appel à l'empathie que de dire à un élève, et tu vois, ton copain là, il va pas bien, pas bien du tout. Ça marche avec les tout petits, hein. Ça marche avec les tout petits. C'est trop, ton copain il est triste là, tu vois. Donc ça, c'est de l'éducation à l'empathie. C'est-à-dire que l'élève se dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Et alors c'est pour ça que ça marche à toute vitesse chez les petits. Ah oui, je vais aller jouer avec lui. Ah oui, je vais lui parler. Donc je crois que ces démarches, la meilleure éducation à l'empathie, c'est la rencontre avec des jeunes gens, avec des adultes, pardon, c'est que les jeunes gens rencontrent des... Et puis j'avais presque envie de dire, parce que ce terme d'empathie, il est arrivé tardivement dans le vocabulaire français, hein, c'est 1966, je crois, donc c'est pas très très ancien. C'est bien dire qu'on devait utiliser un autre terme avant. Probablement qu'on utilisait compassion. Alors la compassion, c'est exactement ça. C'est le philosophe Schopenhauer qui disait que dans une situation d'abandon, dans une situation de déréliction, dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que tout vous abandonne, et c'est exactement la situation des jeunes gens qui sont victimes de brimades. Plus encore d'ailleurs, je crois, avec le cyberharcèlement. C'est avec le cyberharcèlement, ils ont l'impression qu'ils sont percutés de toutes parts. Et Schopenhauer disait, dans des situations de ce type, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver. La chose qui nous sauve, c'est le regard. Des fois, le regard suffit, le regard compassionnel d'un autre. Donc oui, je pense que ce qui peut sauver les jeunes gens, c'est plus que l'empathie, c'est de la compassion. Parce que l'empathie, si l'empathie, c'est comprendre la souffrance de l'autre, bah, oui, je veux bien, mais entre comprendre la souffrance de l'autre et venir l'aider, c'est deux choses. J'ai l'impression que la compassion, c'est de l'empathie en acte. C'est-à-dire que non seulement je comprends que l'autre souffre, mais je lui viens en aide. Et on sait très bien quand les choses ne vont pas bien, quand on ne va pas bien, il y a toujours celui qui vient vous dire « Oh, si j'étais toi, à ta place, je ferais ceci, je ferais cela ». Alors peut-être qu'il comprend notre souffrance, mais il ne nous aide pas beaucoup. Et puis il y a celui qui vient nous donner un coup de main. Donc je crois que c'est vraiment de cela dont les élèves victimes de brimades ont besoin. On a eu aussi une question qui demande et si la méthode de la préoccupation partagée ne fonctionne pas. Et en fait, vu qu'il nous reste 10 minutes, je vais un peu faire un melting pot de questions. Il y en a une autre aussi, c'est quel discours tenir face aux collègues qui abandonnent leurs responsabilités, ceux qui ferment les yeux pour éviter d'affronter la situation. Et donc, en fait, ça me permet de venir un peu à notre dernière problématique, c'est les résultats. Quels sont les résultats aujourd'hui de la méthode de la préoccupation partagée, maintenant que le programme phare est installé depuis quelques années? Est-ce que vous avez déjà un premier compte rendu
rendu des résultats du terrain et de comment faire face à ce genre de situation. Est-ce que parfois la méthode ne fonctionne pas et comment faire par rapport à des collègues qui sont désinvestis, par exemple? Alors, quand la méthode ne marche pas, ça peut venir de plusieurs choses. Et je crois qu'il y a 3 cas de figure pour lesquels la méthode ne marche pas. Soit ça vient de nous, parce que il faut peut-être revisiter notre travail. Peut-être qu'on a fait des entretiens trop longs. Peut-être que, et nous, au Centre Résis, toutes les équipes qu'on a formées, on s'engage à les suivre. Et s'il y a une situation qui ne fonctionne pas, une situation qu'on n'arrive pas à régler, on organise rapidement un coup de fil, une visio, de façon à voir est-ce qu'il n'y a pas, du côté des professionnels, quelque chose qui n'a pas marché. Ça, c'est la première raison. La deuxième source pour laquelle ça ne marche pas, deuxième raison, ça peut être, et on en a déjà dit un mot tout à l'heure, ça peut être des parents qui projettent de l'angoisse sur leur enfant, des parents qui ont eux-mêmes des difficultés vis-à-vis de l'école. Et là, j'avoue que c'est compliqué et il faut vraiment qu'il y ait cet accueil des familles, très attentif à l'accueil des parents d'enfants harcelés. Et puis, troisième cas de figure, ça peut venir de l'élève. Ça peut venir de l'élève, c'est-à-dire un élève un peu retors, un élève un peu... Je me souviens d'une situation qu'on a réglée il n'y a pas très longtemps. Les collègues avaient utilisé la méthode de la préoccupation partagée, puis il y a vraiment l'impression que sur l'un d'eux, ça ne marchait pas. Non seulement ça ne marchait pas, mais ils se rendaient bien compte, c'était en 4e, je crois, ils se rendaient bien compte que ce garçon, non seulement la méthode de la préoccupation partagée était sans effet sur lui, mais qu'il montait ses camarades. Vous voyez, il avait eu un rôle. Et puis peut-être que ses camarades avaient peur de lui. Voyez. Donc il y avait sans doute un effet un peu nocif. En plus, c'était un très bon élève, puis alors qu'il y avait ses plaisanteries étaient très directement ciblées en direction des jeunes filles, à caractère sexuel, etc. Vous voyez. Alors là, il faut une intervention beaucoup plus forte, beaucoup plus directe, descendante de l'adulte. Il y a un protocole que j'ai adapté d'une autre méthode, d'un autre dispositif suédois qui s'appelle FARSTA, qui alors là doit être appliqué dans ces cas-là. C'est ce qu'a fait le chef d'établissement. Il l'a pris entre 4 yeux, entretien encore plus bref, les blagues avec les filles, c'est fini. D'accord? Oui, en quelque part, de toute façon, la sanction n'est pas loin. L'intérêt de la méthode de la préoccupation partagée, c'est qu'elle vous montre aussi celui qui veut faire autre chose. Oui. Massivement, la très grande majorité des jeunes gens qui participent au Brimad le font parce que pour faire comme les autres, pour faire le malin, etc. Il y en a quelques-uns chez qui c'est un petit peu plus retors, un petit peu plus, j'ose pas dire pervers, mais un petit peu plus méchant. Là, il faut l'intervention verticale du chef d'établissement et il faut sanctionner. Hein. Il faut sanctionner, évidemment, il ne faut pas hésiter à avoir... Simplement, il faut les prendre sur le fait. Hein. On ne sanctionne pas sur un bruit de couloir, il faut sanctionner sur un fait. Voilà. Après, du côté des professeurs qui sous-estiment, qui minimisent, c'est pas si simple le métier d'enseignant. On a organisé à Lyon, début des vacances, et à Paris, il y a encore quelques jours, à la fin des vacances, 2 jours de formation, d'échange. On a les 2 fois réuni 80 professionnels, et c'était passionnant. Autour des difficultés du métier, on a réfléchi aux classes difficiles, on a réfléchi au processus des sanctions, on a réfléchi à l'insolence, aux insultes, on a réfléchi à la question du rire en classe. Je pense que nos collègues vivent de graves difficultés. Nos collègues sont eux-mêmes en difficulté. Donc, quelqu'un qui ne voit pas la situation une situation de brimade, c'est peut-être, j'en sais rien, moi je ne sais pas à qui la question s'adresse, si la collègue qui a posé cette question pense à quelqu'un de particulier, mais je pense qu'il y a des professeurs qui ne parviennent pas à voir ce qui se passe dans leur classe et ferment les yeux parce qu'eux-mêmes sont en difficulté. L'endroit dans lequel l'élève en difficulté l'élève harcelé est le plus en difficulté,
c'est dans la classe du professeur chahuté. Et c'est dans la classe du professeur chahuté qu'on a la plus grande difficulté à percevoir les souffrances de l'élève harcelé. Donc les souffrances des élèves et celles des professeurs, elles cohabitent, elles sont souvent identiques. Répétition, longue durée, effet de groupe, et elles interagissent l'une avec l'autre. Ce que la souffrance du professeur engendrera la souffrance aussi de l'élève. C'est pour ça qu'il faut, et on est de plus en plus au Centre Résis en train de basculer, j'allais dire, d'une méthode faite pour traiter les situations de harcèlement à un authentique programme de lutte contre tous les désordres, tous les désordres scolaires. C'était ça le sens de notre projet enseigner en paix. C'est aussi pour ça que j'ai consacré un essai l'année dernière à la question de renouer avec l'autorité à l'école pour essayer de redonner du cadre. Je pense que ce soit le harcèlement ou le chahut, c'est d'abord et avant tout un manque de cadre. Il faut sans doute le réinstaller. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Il nous reste 5 minutes. Je vais peut-être poser une dernière question du public avant de faire la conclusion. Que faire quand l'élève harcelé est dans le déni du harcèlement qu'il ou elle vit, par honte ou autre? C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des situations où on a l'impression que c'est du harcèlement, en tout cas en tant qu'adulte, on le voit, mais si l'élève ne le ressent pas ou en tout cas ne l'accepte pas, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Bon, d'abord, il faut quand même explorer d'où vient ce déni. Je pense que les élèves... ça, il y a des slogans qui sur le papier sont très bien, puis dans les faits sont complètement stupides. Quand on dit le harcèlement, il faut en parler, il faut que les bouches s'ouvrent, etc. Il faudrait presque un MeToo du harcèlement. Mais c'est pas si simple. Et si c'était si facile de parler du harcèlement, mais tout le monde... Le phénomène n'existerait pas. C'est bien justement parce que c'est très difficile, que c'est vécu sur le mode de la honte, que c'est encore vécu sur le mode de la honte, que ces élèves n'osent pas en parler. Et s'ils sont dans le déni, c'est aussi parce qu'ils ont eu par le passé des expériences pas très positives avec leur professeur. Ont-ils trouvé par le passé toute l'attention qu'ils méritaient? Vous savez, quand même, dans quantité de situations, on se rend compte que qu'est-ce qu'ils ont fait les professeurs? Je pense à un qui a organisé une heure de vie de classe en présence de l'élève pour parler de la situation de l'élève. Et lui, l'élève, il avait été s'adresser à son professeur. Enfin, cet élève ne fera plus jamais confiance à l'école. Donc, effectivement, il pourra être dans le déni. Je pense à une autre situation, il y en a quantité, de ces professionnels qui organisent des confrontations. Allez, tiens, on va réunir le harceleur, on va faire parler tout le monde. Vous imaginez la violence que ça peut représenter pour l'élève victime. Donc oui, il y a des élèves qui n'osent pas en parler, qui nous apparaissent comme étant dans le déni, parce que ils ont eu par le passé des expériences qui n'ont pas été très positives. Donc vraiment, il faut avec ces élèves redoubler d'attention et être le plus empathique, le plus bienveillant. Et de toute façon, la méthode de la préoccupation partagée n'exige pas l'adhésion de l'élève. La méthode, elle se met en œuvre quand un élève ne va pas bien. Il le reconnaît ou il ne le reconnaît pas, ce n'est pas le sujet. Les professeurs jugent que cet élève ne va pas bien. On rencontre d'autres élèves, il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne doit pas du tout empêcher la mise en œuvre de la méthode. Merci beaucoup, Jean-Pierre Velon. Pour ces 2 dernières minutes en guise de conclusion, je vais remettre les références de vos 5 ouvrages publiés chez ESF Sciences Humaines. Est-ce que vous pourriez très rapidement, en quelques mots, les décrire et expliquer en fait à quelle situation chacun et à qui il s'adresse pour chacun des livres?
Alors, si je vais prendre le premier dans l'ordre où ils sont présentés à l'écran, harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible. Bon, ça, c'est l'ouvrage de la méthode. Donc, on en est, je crois, à la 3e ou 4e édition. C'est vraiment l'ouvrage dans lequel on a présenté la méthode dans tous ces détails. Donc vraiment, si on veut se former à la méthode de la préoccupation partagée, c'est cet ouvrage qu'il faut consulter. L'ouvrage Harcèlement et cyberharcèlement, il commence à être un peu ancien, il a été réédité, oui, mais il commence à être un petit peu ancien, et j'avoue que sans doute faudrait-il qu'on le réactualise, sans doute faudrait-il que... C'est un sujet qui est très complexe, celui du cyberharcèlement. Et bien sûr, de l'école, avec Marie Cartier, on a essayé, avant même d'ailleurs de créer le Centre Résis, puisqu'on a commencé à l'écrire en 2017, il paraît en 2020, on avait essayé de réfléchir à 3 ou 4 formes de blessures avec les points qui étaient communs. D'une part, le harcèlement, d'autre part, le chahut. Et on a bien vu les corrélations existant entre le harcèlement et le chahut. Et puis, quelque chose dont on parle rarement, c'est très peu de littérature sur le sujet, c'est ces élèves humiliés par leurs professeurs. Ce n'est pas un phénomène massif, comme le dit Pierre Merle, non, je ne crois pas, mais c'est un phénomène qui existe. Il y a quand même un certain nombre de... Enfin, on a quand même eu quelques affaires qui ont fait quelques bruits, hein, Betaram, et même j'ai vu encore dans la presse il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un collège à Bordeaux dans lequel se passaient des choses assez bizarres. En tout cas, absolument pas acceptables. Donc oui, peut-être que l'humiliation de certains élèves subsiste. Voilà, on avait essayé de comparer, et puis on avait ajouté une 4e blessure qui était celle du sexting. Donc c'est un ouvrage assez théorique, dans lequel on avait d'ailleurs, c'était largement servi de l'œuvre de René Girard. Se former en équipe à la lutte contre le harcèlement, c'est très clairement ce que le titre indique clairement de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'accompagner le programme phare. On a consacré une partie à la méthode de la préoccupation partagée, une partie à la formation des ambassadeurs et une partie à la prévention. On a essayé d'imaginer 10 séances en classe qui pouvaient être consacrées à la prévention. Et pas une prévention sur le mode prêchi-prêcha, sur le mode il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, des formations disciplinaires. C'est-à-dire en réfléchissant comment est-ce que en mathématiques, en littérature, en SVT, en cours d'anglais, on peut, en se servant de données historiques, littéraires, scientifiques, sensibiliser les élèves à la question du harcèlement. Ça nous paraissait plus intéressant d'intégrer la lutte contre le harcèlement à l'intérieur des disciplines plutôt que d'en faire des séances spécifiques. Et puis, le dernier, renouer avec l'autorité à l'école, c'est là, j'ai essayé de suggérer 10 mesures pour renouer avec l'autorité qu'il me semble, on ne doit pas confondre avec l'autoritarisme. L'autorité, ce n'est pas la force, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas la violence. L'autorité peut parfaitement être très courtoise, mais elle est non négociable. L'autorité peut être parfaitement courtoise, mais elle doit être ferme et déterminée. Et c'est cette alliance entre la fermeté et la courtoisie qui fait toute l'autorité. Mais concrètement, il faut essayer de la rétablir ou de renouer avec elle dans les établissements scolaires. Et il y a un sujet qui, à mon sens, est un authentique chantier. Parmi les 10 propositions, je n'en indiquerai qu'une seule, c'est revoir notre dispositif de sanction. On ne sait pas punir et on n'ose pas punir. Dans les journées enseignées en paix, nous avions organisé un atelier qui s'appelait « Oser punir, savoir punir ». Éric Préra a dit « c'est un sujet tabou et une pratique honteuse ». Voilà. Le dispositif actuel de sanction en vigueur, il est pas d'aplomb. Nous avons transmis au ministère de l'Éducation nationale
et à tous les ministres qui se sont succédés depuis décembre 24, nous avons transmis un document qui s'efforce de réfléchir à la question des sanctions et à faire quelques propositions de réforme. Si on veut faire du non-blâmant, comme le fait la méthode de la préoccupation partagée, il faut à côté avoir un dispositif de sanctions extrêmement carré, extrêmement flou. Et puis, on réfléchit aussi à la question des classes difficiles. Et sur la question des classes difficiles, au Centre Résiste, nous sommes inspirés de la méthode de la préoccupation partagée pour créer un dispositif, protocole Résiste classes difficiles, qui, de la même manière qu'avec les élèves victimes de brimades, on les place en situation de trouver une solution au problème, et bien c'est pareil. Avec les classes chahuteuses, bavardes, eh bien, on les place en situation de trouver par eux-mêmes une solution. Ce dispositif, nous l'avons largement développé dans l'académie, avec une dizaine de classes dans l'académie de Nancy-Metz, et on a vu comment des classes pas forcément simples pouvaient être traitées de cette manière. Il y a demain, je crois, si je ne me trompe pas, demain dans l'édition de Demain du Monde, il y a un article qui résume bien ce dispositif et le témoignage d'une principale de collège qui l'a mis en place. Voilà pour la présentation des 5 ouvrages. Merci beaucoup, Monsieur Belon. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir, d'avoir été nombreux. Le webinaire sera disponible en replay à partir de demain sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, ESF Sciences Humaines. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn pour suivre toute notre actualité en pédagogie. Les livres, pour rappel, donc les 5 ouvrages de Jean-Pierre Belon sont disponibles en librairie et sur notre site esf-scienceshumaines.fr. Un grand merci donc encore Jean-Pierre Belon d'avoir été avec nous ce soir et merci à ma collègue Mathilde Chabert, éditrice chez ESF. Très bonne soirée à toutes et tous. Merci à vous. Merci, bonne soirée à tous.